Les podcasts du Figaro. « 1er janvier 112. C'est en ce premier jour de l'année qu'est inauguré le nouveau forum. De nombreux soldats de l'armée romaine, triés sur le volet, ont la chance d'y assister. Tiberius Claudius Maximus en fait partie. Immobile, silencieux, il contemple ces constructions monumentales, d'une taille, d'un luxe, d'un raffinement et d'une vivacité de couleurs encore jamais vues à Rome. Tout ça après 5 longues années de travaux, menés à bien grâce au génialissime architecte Apollodore de Damas et au butin colossal récolté après les 2 victoires de Rome contre les Daces. 160 tonnes d'or, 320 tonnes d'argent et la vente comme esclave de dizaines de milliers de prisonniers. Jusqu'ici, aucun Romain, pas même Auguste, n'avait disposé d'autant de moyens pour embellir la ville. Mais ça, c'était avant Trajan, le grand empereur Trajan. Combat fratricide titanesque. Gloire à César! Gloire à César! Un roi de Rome à qui il ne manque que le titre. Le plus grand cirque jamais construit dans l'Antiquité. Et tu décides sans nous consulter. Qui osera prétendre que ce n'est pas un meurtre? Caius, Octave, Il sait qu'il peut encore tout perdre. César. Rome va redevenir ce qu'elle a été un jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des sagas du Figaro Histoire consacré à la ville de Rome. Je suis Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction du Figaro hors série. Dans ce 3e et dernier épisode, nous admirerons le nouveau forum de Rome et sa célèbre colonne Trajane, inaugurée en plein apogée de l'Empire en 112. Puis, 3 siècles plus tard, nous tremblerons avec les Romains, lors du siège de la ville par les barbares en 410. Enfin, en 800, nous suivrons Charlemagne, roi des Francs, dans son chemin vers Rome, où il se fera sacrer empereur par le pape Léon III. Le soldat Maximus a été invité sur ordre personnel de l'empereur. Lors de la dernière campagne de Rome contre le pays des Daces, l'actuelle Roumanie, c'est Maximus qui a poursuivi à cheval le roi ennemi, Décébal. Plutôt que de tomber aux mains des Romains, Décébal s'est adossé à un grand arbre et s'est enfoncé son épée courbe dans la gorge. Maximus a été le premier à mettre pied à terre pour le décapiter et rapporter sa tête à Trajan. D'où il est, Maximus ne distingue le nouveau forum qu'à travers les arches de sa porte d'apparat, couronnée par une sculpture en bronze de l'empereur Trajan sur son char. Et c'est d'ailleurs l'empereur lui-même qui apparaît à l'instant, en chair et en os, sous les acclamations de la foule. Il franchit le porche et arrive sur l'immense place du forum, tout en marbre. Au centre, une statue dorée le représente à cheval. Mais ce qui attire tous les regards, c'est l'énorme basilique, presque 170 mètres de longueur, un peu moins de 60 de largeur, et ses 3 grands avant-corps aux colonnes de marbre gris-rose. Ils sont surmontés par un attique représentant des prisonniers daces, cheveux longs et airs résignés, eux-mêmes surmontés par des statues triomphales et des victoires ailées. Ce bâtiment est la basilique Ulpia, du nom complet de l'empereur Trajan, Marcus Ulpius Traianus. Quand Maximus et son cortège entrent enfin dans la basilique, la surprise est totale. D'abord, une somptueuse colonnade, puis une immense nef centrale. Des colonnes corinthiennes de presque 25 mètres de hauteur bordent les longueurs,
Le sol brille d'un marbre jaune et gris, et chacun des petits côtés abrite une statue de Trajan. Le centre reprend le plan d'une autre basilique romaine, la basilique Aemilia, en plus grand et plus luxueux. Mais les yeux de Maximus sont rivés plus haut, sur la galerie à l'étage qui ouvre à l'air libre. Sur le grand côté nord se distingue une immense silhouette s'élançant vers le ciel et encore environnée d'échafaudages. C'est la colonne Trajane. Une extraordinaire frise y est sculptée. Elle fait déjà jaser dans tout Rome. Elle raconte épisode par épisode les 2 campagnes victorieuses de Trajan contre les Daces. Le portrait de l'empereur y apparaît presque 60 fois. Et pour la plus grande fierté du soldat Maximus, on y voit aussi le suicide de Décébal. L'empereur Trajan meurt 5 ans plus tard, en 117. Son urne, tout en or, est déposée dans la base de la colonne. Et une statue à son effigie est installée au sommet, en apothéose, victorieux sur la mort, après tant de victoires sur les ennemis de Rome. Quant à Maximus, il meurt en Macédoine. Sa pierre tombale y sera retrouvée en 1965 avec un relief sculpté de son exploit militaire. Est-ce que la colonne Trajane est un monument exceptionnel? Réponse, oui. Alexandre Grandazzi, professeur de littérature latine et de civilisation romaine à la Sorbonne. Je ne lui connais pas de précédent et elle est un monument hautement signifiant. Elle est là pour montrer d'abord la hauteur de la colline qui a été arasée pour construire le forum de Trajan. C'est-à-dire que la colline est censée être aussi haute que les masses de terre qu'on a évacuées pour construire ce forum. La deuxième fonction, évidemment, elle est construite quand Trajan est vivant, mais comme tout empereur romain qui se respecte, Trajan pense à sa postérité. Et en réalité, la colonne, elle est là pour préparer la divinisation de Trajan. L'idée, c'est que la colonne servira de réceptacle à l'urne funéraire de Trajan, qui sera conservée au bas, dans une chapelle, une espèce de local qui existe toujours. L'urne d'or, elle n'existe plus, bien sûr. Et vous avez la colonne, et au-dessus de la colonne, vous avez une statue de Trajan. Donc l'idée de la colonne, c'est la montée vers le ciel, c'est la consecratio, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est l'âme de l'empereur qui rejoint le séjour des dieux. À partir de là, on peut comprendre que l'empereur en question, Trajan, soit représenté souvent sur la colonne. Et il faut savoir que la colonne de Trajane, elle était insérée entre 2 bâtiments qui faisaient à peu près 15 mètres de haut, elle en fait 30, qui étaient des bibliothèques, d'où on pouvait voir cette fameuse frise. Et cette frise, elle a aussi la forme d'un volumen. Le livre-cahier n'existe pas encore dans les années de Trajan, dans les années 100-110 de notre ère. On en est au volumen, c'est-à-dire le rouleau de parchemin enroulé autour d'un bâton. Eh bien, la colonne Trajane, elle a la forme d'un volumen. C'est une bande dessinée qui raconte, et nous savons que Trajan avait, comme César, il se prenait un peu un nouveau César et un nouvel Auguste, il avait rédigé des commentaires, c'est-à-dire il avait rédigé ou fait rédiger une histoire de ses campagnes contre les Daces. C'est lui, dit-on généralement, qui a porté l'Empire romain à son plus grand niveau d'expansion territoriale, puisqu'il a été jusqu'au golfe Persique, il a conquis la Dacie, mais il a conquis aussi Pannonie, enfin il a ajouté beaucoup de territoires à l'Empire romain, mais il a dû s'arrêter parce qu'il a été tellement loin qu'il y a eu des révoltes, notamment une révolte du peuple juif, qui l'a obligé à revenir en arrière, et il est mort en chemin alors qu'il revenait vers Rome, il est mort de maladie, et sans doute il est mort en ayant le sentiment d'échouer, parce qu'une révolte générale commençait à éclater et à mettre en cause certaines de ses conquêtes. Mais c'est avec lui que l'Empire romain a rejoint le golfe Persique. Depuis les années 2000, nous savons qu'a été retrouvé au large de, je crois que c'est au large de l'Arabie saoudite, pas tellement au large, c'est les îles Pharazan, on a retrouvé les traces d'une implantation de cohortes romaines, des inscriptions tout à fait classiques en latin, qui montrent que là on est à plus de 1000 km de la frontière de l'Empire romain, et il y a pourtant un détachement romain qui est là, implanté là avec un fortin, et on est à 1000 km, et donc on est encore, vous voyez, sur un territoire influencé, contrôlé par Rome, même si ce n'est pas l'Empire romain proprement dit. Mais on est à 1000 km de la frontière romaine. Presque 3 siècles plus tard, le temps des conquêtes de l'empereur Trajan est bien loin. En août 410, la chaleur ajoute aux maux qui accablent les Romains. Cela fait déjà plusieurs semaines que l'armée des Goths assiège Rome.
Les Goths sont un peuple germanique, probablement originaire du sud de la Suède. Ils ont été chassés des plaines d'Ukraine par les redoutables Huns en 375, avant d'arriver dans les Balkans, puis en Grèce. En 382, l'empereur romain Théodose le Grand leur permet de s'installer au sud de l'actuelle Bulgarie. Là-bas, ils ont le statut de fédérés, c'est-à-dire que l'Empire les accepte sur son territoire en échange de la paix. Depuis, ces barbares se sont accoutumés aux usages romains. Ils sont chrétiens d'obédience arienne. Mais ce que veulent les Goths, c'est un territoire à eux et une participation à la direction de l'Empire pour leur chef. Et c'est précisément ce que l'empereur Honorius, le fils de Théodose le Grand, refuse de leur accorder. En 408, Alaric, le chef des Goths, assiège Rome, pour finalement repartir avec une énorme rançon. L'année suivante, en 409, les barbares récidivent à Ravenne, la nouvelle capitale de l'Empire. Et c'est grâce au secours d'armées alliées que la ville est sauvée. Cette année encore, en 410, les Goths sont de retour à Rome. Même si elle n'est plus la capitale, elle reste la reine des cités, le centre de la civilisation romaine, avec ses monuments, ses œuvres d'art et ses fortunes immenses. Alaric veut être nommé généralissime, soit défenseur en chef de l'Empire. Et il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Les barbares ont bloqué l'accès à la mer. Plus aucun cargo d'Afrique ne peut venir nourrir les Romains. Ils ont aussi tendu des chaînes dans le Tibre. Impossible pour un bateau de passer par là non plus. Et le long des 19 km de murailles autour de Rome, des patrouilles de Goths font le guet. Aucun convoi de ravitaillement ne peut plus passer. Ni l'empereur ni le pape ne sont plus à Rome. La plupart des notables ont fui. La nourriture vient à manquer et des rumeurs de trahison inquiètent de plus en plus les Romains. Tout à coup, au matin du 24 août 410, après des semaines de siège, une des portes de Rome, la porte Salaria, s'ouvre. Est-ce une trahison ou plutôt le résultat d'un accord secret entre Alaric et l'empereur ? Une horde de barbares armés jusqu'aux dents envahit la ville. Le chef des Goths annonce que le pillage de Rome ne durera que 3 jours et que les habitants pourront se réfugier dans 2 basiliques, celle de Saint-Pierre et celle de Saint-Paul-hors-les-Murs. Quant aux barbares, ils reçoivent l'ordre de ne pas tuer, de ne pas incendier et de ne pas s'en prendre aux églises. Mais les 2 basiliques refuges sont situées à l'extérieur de l'enceinte, l'une sur la colline du Vatican, l'autre vers la mer. Dans le centre, les barbares sont donc livrés à eux-mêmes et c'est un carnage. Ils pillent tous les trésors accumulés en 1000 ans de victoire romaine. Ils violent et réduisent en esclavage plusieurs milliers d'habitants. Dans les 2 basiliques se sont précipités des dizaines de milliers de réfugiés. Ils ont occupé le moindre recoin des 5 nefs de chacune des 2 églises, utilisé l'eau de la fontaine centrale de Saint-Pierre et campé dans l'énorme quadriportique devant sa grande façade en briques rouges. Ces 3 jours ont été fatals. Les Goths s'en vont avec un incroyable butin. Le chandelier du temple de Jérusalem, un vase de 800 kilos d'argent de la basilique du Latran, des pierres et des étoffes précieuses par milliers. Ils repartent aussi avec des otages de marque, dont la princesse Galla Placidia, la demi-sœur de l'empereur Honorius. Des siècles plus tard, dans les années 1900, des archéologues découvriront dans les pavés de la basilique à Emilia des monnaies tordues par le feu. Ces incendies barbares sur le Pincio, l'Aventin, mais aussi au Forum, transforment Rome pour toujours. Quatre siècles plus tard, l'Empire romain d'Occident n'est plus. La capitale de l'Empire n'est plus Rome, mais Constantinople, l'actuel Istanbul. Les Grecs de Constantinople se proclament romains, et le titre d'empereur, Caesar Imperator Augustus, se transforme en Basileus, c'est-à-dire roi en grec. Mais en 797, le trône impérial tremble.
Irène la co-régente fait aveugler son fils, l'empereur Constantin VI, pour régner à sa place. Irène passe de Basilissa, mère de l'empereur, à Basileus, femme empereur. Et cela ne plaît pas à tout le monde. À l'ouest, les Francs ne supportent pas qu'une femme occupe le trône impérial, qui plus est une usurpatrice. Le roi des Francs, Charles, le futur Charlemagne, veut prendre sa place. Il est le petit-fils de Charles Martel et le fils de Pépin le Bref, qui a été le premier de sa famille à avoir été sacré roi. En 30 ans, Charlemagne a étendu le royaume des Francs, de la France et le Benelux actuel, à une bonne partie de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la Hongrie. Charlemagne est le roi des Francs et des Lombards. Et il rêve encore plus grand. Pourquoi pas devenir empereur, comme sous l'Antiquité romaine ? Mais pour ça, il a besoin de l'Église. Il faut remonter quelques siècles en arrière par rapport à Charlemagne. L'Empire romain d'Occident s'est terminé en 476 de notre ère. Cette année-là, un certain Romulus Augustule, qui était un jeune homme, qui était le fils d'un seigneur important qui s'appelait Oreste, a été déposé alors qu'il était l'empereur. Il a été déposé et Oreste, son père, a renvoyé les insignes du pouvoir impérial à Constantinople, à l'empereur Zénon, qui était l'empereur romain d'Orient, qui de fait est redevenu le seul empereur romain. Et donc l'unité théorique de l'Empire romain est rétablie par ce geste d'Oreste. 3 siècles plus tard, le titre n'est plus porté en Occident. Et Charlemagne se trouve dans une situation où, donc lui, il est le fils de Pépin le Bref, il est le petit-fils de Charles Martel. Ça fait déjà presque 30 ans qu'il est au pouvoir et qu'il guerroie et il a conquis beaucoup de territoires. Il a un territoire qui lui est soumis, qui est beaucoup plus grand que son titre officiel de roi des Francs et des Lombards. Son entourage intellectuel, ils se disent que roi des Francs et des Lombards, ça ne va plus. C'est trop petit par rapport à ce qui est devenu l'ensemble des territoires contrôlés par Carlus Magnus, qui va être notre Charlemagne. Et donc, ils commencent à penser à l'idée d'empire, qu'ils vont rechercher, évidemment, du côté de Rome. Et il se trouve que ces gens-là, ils savent bien que le titre d'empereur romain est normalement à Constantinople. Ils le savent. Ils ne le nient pas, d'ailleurs. Mais ce qui va rendre possible la revendication par Charlemagne d'être un empereur, c'est que, à Constantinople, c'est une femme qui règne d'abord en tant que régente, ça c'est admissible. Elle est la mère d'un empereur qui aurait dû être empereur Constantin VI, si je ne me trompe pas. Elle a la volonté de régner à sa place. Elle fait aveugler son fils pour lui ôter toute possibilité d'une vie normale et d'accéder au pouvoir. Et elle règne à sa place. Alors, une femme empereur, dans la mentalité de l'époque, pour les Francs, ça passe pas. Et en plus, elle a détrôné l'empereur légitime. Et donc, ça va rendre possible, aux yeux de l'entourage de Charlemagne, et aux yeux de Charlemagne lui-même, ça va rendre possible la revendication, la récupération du titre impérial en Occident. Il y a un pape, Léon III, qui est très contesté. Visiblement, il n'est pas une conduite exemplaire. Et il fait l'objet d'un complot à Rome auquel il échappe de très peu. On l'enferme, on lui dit qu'on va lui couper les oreilles et lui crever les yeux, moyen classique à ces époques pour neutraliser les gens. Il réussit à échapper, il se précipite à la cour de Charlemagne qui est loin en Allemagne, à Paderborn, donc il fait plusieurs centaines de kilomètres pour rejoindre Charlemagne, le palais de Paderborn. Et là, il raconte que on lui a coupé les oreilles et qu'on lui a crevé les yeux, mais que Dieu, dans sa toute puissante miséricorde, lui a restitué ses organes très utiles. Et Charlemagne fait semblant de le croire. Et donc, la question devient, que faire de ce pape si contesté ? Ça va durer plusieurs mois. Léon III va rester plusieurs mois à Paderborn. Et finalement, Charlemagne va décider d'aller lui-même rétablir Léon III sur le trône pontifical à Rome. Il est vraisemblable que c'est pendant ces mois de séjour de Léon III à Paderborn que s'est établi une espèce de contrat, de convention. Je te rétablis sur le trône pontifical et tu m'aides à devenir empereur. On ne sait pas très bien ce que se disent les deux hommes lors de cette rencontre.
Mais le 23 novembre 800, Charlemagne part pour Rome et demande un concile pour juger le pape. Il est accompagné d'un riche cortège, composé de son fils aîné Charles, de hauts prélats, de grands dignitaires et de toute une troupe de soldats d'élite. Une semaine plus tard, Charlemagne ouvre le concile consacré au jugement du pape. Léon III jure publiquement son innocence sur les évangiles. C'est ce qu'on appelle le serment purgatoire. Sa fonction pontificale est immédiatement rétablie. Et le même jour, le concile propose que Charlemagne reprenne le titre d'empereur Nomen Imperatoris. Le couronnement aura lieu le surlendemain, le jour de Noël. En ce matin du 25 décembre 800, la basilique Saint-Pierre est pleine. Clergé, nobles romains, seigneurs francs, personne ne manque à l'appel. Avant la messe, Charlemagne et son fils sont allés s'agenouiller devant la confession de Saint-Pierre. Quand le roi franc se relève, le pape dépose une couronne ornée de pierres précieuses sur sa tête et il le bénit. Puis la foule éclate et crie « À Charles Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire !» Et Léon III se prosterne devant Charlemagne. Des laudes retentissent dans toute la basilique. Et là, il va se passer quelque chose qui n'était pas prévu, sans doute, dans la cérémonie. C'est qu'au moment où ils vont se relever, et sans doute, Charlemagne va peut-être se couronner lui-même, Léon III sort une couronne de pierreries de sa poche, je dirais, et couronne Charlemagne, qui n'est pas encore debout, couronne Charlemagne en disant « Longue vie à Charlemagne, empereur ». Et c'est donc lui qui couronne Charlemagne. Et par ce geste, il renverse le rapport de force. Jusque-là, c'est Charlemagne qui est venu à Rome rétablir un pape failli qui avait vraiment du souci à se faire pour son rétablissement. Et par ce geste, évidemment préparé à l'avance et réussi, ce qui n'était pas donné d'avance, Léon III est celui qui donne l'empire à l'empereur, à Charlemagne, qui devient à ce moment-là Sérénissime Auguste, rénovateur de l'Empire romain, roi des Francs et des Lombards. Et donc il reprend les titres et il reprend l'idée impériale. Alors ça ne va pas durer, chacun sait que l'Empire de Charlemagne n'a pas duré, a été divisé entre ses enfants, mais c'est la Renovatio, parce qu'on parle latin dans la cour de Charlemagne, la Renovatio Imperii Romani. Du point de vue spirituel, du point de vue intellectuel, du point de vue artistique, du point de vue politique aussi, c'est un événement majeur. Cette cérémonie est un succès pour Charlemagne, mais elle l'est encore plus pour Léon III. Rappelons que la veille, le pape a été sauvé de justesse par le roi des Francs. Et aujourd'hui, c'est son geste qui sacre Charlemagne empereur et lui permet de signer ses décrets en tant que Charles Sérénissime Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur gouvernant l'Empire romain et par la grâce de Dieu roi des Francs et des Lombards. Charlemagne peut même y apposer son nouveau sceau, Renovatio Romani Imperii, restauration de l'Empire romain. Pour la première fois depuis l'Antiquité, le rêve romain est de retour. Merci d'avoir écouté ce troisième et dernier volet des sagas du Figaro Histoire consacré à la ville de Rome. Cet épisode a été adapté pour l'audio par Salomé Boulet, d'après le texte d'Alexandre Grandazzi pour le Figaro hors-série, avec la participation exceptionnelle de l'auteur et historien. Ce podcast a été réalisé par Astrid Landon. À la production, Aude Cérès et Salomé Boulet. Prise de son, Esteban Lepic.
Le Figaro hors-série romantique La légende des siècles est disponible en kiosque et sur Figaro Store. Vous pouvez retrouver les sagas du Figaro Histoire sur le site du Figaro, rubrique podcast, et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres sagas.